On devrait atteindre les 60 millions d'ARR là, à la fin de l'année 2024. Ce sont nos clients et nos utilisateurs, qui sont pas loin d'un million aujourd'hui, qui ont fait notre notoriété. La finalité, c'est pas forcément un rendez-vous pris. Donc on avance tous ensemble avec un même objectif. Toutes les parties prenantes de l'entreprise ont un impact dans la signature d'une collaboration avec un client. Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver dans nos bureaux Antoine Delon, CSO de Lucas, Superbe SIRH et surtout Superbe SIRH en plein développement international et français. Donc c'est aussi toujours une grande fierté de pouvoir interviewer des gens qui font le futur de la tech en France. Antoine, ravi de te recevoir. Écoute Pierre-Michel, ravi également d'être ici avec toi. Cool. Antoine, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Quel est ton poste, périmètre de poste aujourd'hui chez Lucas? Oui, écoute, je suis CSO chez Lucas depuis maintenant 2 ans. Ça représente une équipe d'environ 150 personnes sur différents marchés européens. Donc notre marché mère, c'est la France, et on a quelques filiales en Europe. J'imagine qu'on pourra y revenir. Et donc, mon scope France, c'est plutôt les sales, et à l'international, c'est l'ensemble du PNL. Et quand tu dis qu'aujourd'hui ton périmètre de poste c'est les sales, c'est donc les directeurs commerciaux, est-ce que ça inclut aussi derrière la partie inbound, marketing grosse? Alors, nous, on a 2 grands pôles dans l'équipe sales, le pôle mid-market, le pôle enterprise. Donc, il y a 2 directions avec du management et des sales en dessous. On a l'équipe OBD, donc toute l'équipe SDR chez nous, qui gère à la fois des leads inbound et de l'outbound. Et puis, il y a le sales ops et le sales enablement qui font aussi partie de mon scope. Est-ce que tu peux nous présenter avec tes propres mots Lucas et surtout aujourd'hui à quel problème répond Lucas? Qu'est-ce qui fait que des clients changent de solution SIRH pour aller sur votre solution? Oui, alors Lucas est une société qui a été fondée il y a 20 ans déjà par Gilles Sadger, qui est notre CEO actuel. Okay. On n'est pas loin de 700 collaborateurs. On devrait atteindre les 60 millions d'ARR là, à la fin de l'année 2024. Ça fait plaisir. Ça peut susciter beaucoup de jalousie. Sur des niveaux de croissance de 45 à 50%. Voilà, et donc à quelle problématique on répond? Écoute, nous, on conçoit des solutions logicielles à destination de tous les collaborateurs de nos clients. Et un collaborateur, aujourd'hui, il a besoin d'automatiser certains process RH liés à la gestion de son temps, par exemple les congés, les absences, le flex office. Il a aussi besoin d'être accompagné de sa gestion de carrière, donc on suit les entretiens trimestriels, la gestion de ses compétences, de sa formation. On suit aussi les problématiques liées à sa rémunération et l'évolution de cette rémunération, et puis la partie dépenses, donc note de frais. Et comment aujourd'hui Lucas se différencie de la concurrence, parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Donc pourquoi ils font le choix de rejoindre Lucas plutôt qu'un Sage par exemple? Alors, nous, on a une conviction forte chez Lucas, c'est qu'on conçoit des logiciels pour ceux qui les utilisent et pas ceux qui les achètent. Et puis, on vend pas l'ensemble de nos 10 softs en même temps. On a aussi une autre conviction qui est de dire que les solutions sont à la carte. Et donc, on répond avec des solutions simples à des besoins précis. Et ça, le client l'apprécie particulièrement. Puis, il faut savoir qu'on est une boîte plutôt product-driven. Donc, pendant très longtemps, on a eu peu de sales chez Lucas. Ce sont nos clients et nos utilisateurs, qui sont pas loin d'1 million aujourd'hui, qui ont fait notre notoriété et qui nous ont beaucoup recommandé chez leurs pairs. Voilà, donc ça, c'est clairement une force. Le churn est très bas, la satisfaction de nos clients est très élevée. Et puis aujourd'hui, au niveau Europe, finalement, il y a très peu d'acteurs qui sont capables de répondre à des besoins multi-pays, ce qu'on peut aujourd'hui proposer de notre côté.
Vous êtes plutôt sur un marché grand compte, middle market. Tu m'as cité que vous travaillez les trois cibles. Est-ce que vous aviez des cibles historiques et vous avez ouvert effectivement votre portefeuille? Comment est votre stratégie commerciale à ce niveau-là aujourd'hui? Alors, la stratégie initiale de Lucas, c'était de faire de l'inbound. Donc, du contenu marketing à très forte valeur ajoutée. Et il n'y avait aucune stratégie outbound. Et cette stratégie inbound, elle a eu pour conséquence de plutôt aller sur des entreprises mid-market. Alors, chez nous, le mid-market, c'est moins de 250 employés. Ok. Donc, historiquement, la base de clients, donc, parmi nos 8000 clients, une majorité sont des entreprises de moins de 250 salariés. Et depuis 3 ans, donc notre passé hyper bootstrap a pris fin, des investisseurs sont rentrés au capital. Et là, l'enjeu pour nous, ça a été d'aller vers un modèle un peu plus enterprise. Donc il y a toute une structure qui a été créée pour adresser des solutions auprès d'entreprises entre 250 et 2-3 000 collaborateurs et d'aller à l'international aussi. C'est un de nos gros leviers de croissance actuel. Avant de travailler sur ce sujet international, comment on passe justement d'une société qui est rodée, qui est structurée sur des cibles mid-market à un marché d'enterprise? Est-ce que c'est juste mettre en place des équipes commerciales spécialisées sur le sujet? Est-ce que c'est une refonte finalement de tous les process, même du produit? Comment on amorce ce sujet? Quelles sont les étapes à passer? Parce que tu me dis que ça fait 3 ans finalement que vous avez mis cette stratégie en place, tu es arrivé il y a 2 ans, donc en fait tu portes vraiment cette stratégie. Donc comment ça s'organise? C'est quoi les principales étapes? Alors, il y a bien évidemment, comme on est une entreprise product-driven, le produit qui a su évoluer aussi pour couvrir des besoins d'entreprises un peu plus importantes. Euh, et finalement, dans notre organisation sales, mid-market et enterprise, on utilise des méthodologies différentes aussi, hein, donc on a su s'adapter. L'enjeu ici, finalement, c'était de se dire, dans un marché qui devient de plus en plus concurrentiel, où on a été pionnier, un précurseur, quand on parle de SIRH facile à utiliser pour les collaborateurs. Il y a deux méthodes bien distinctes, mid-market et enterprise, et dans le marché qui devenait de plus en plus concurrentiel, c'était important pour nous d'être beaucoup plus proactifs sur les entreprises de notre territory mapping. On sait qu'on peut être redoutable dans la valeur ajoutée qu'on propose sur certains secteurs d'activité, certaines tailles d'entreprise, et on voulait aller proactivement vers ces entreprises et ne pas se limiter à l'inbound, donc avoir une approche outbound. Et on s'est rendu compte que, au départ, ayant un ADN très mid-market, avec l'inbound, on avait besoin de l'outbound comme support pour toucher plus facilement les entreprises de ce territory mapping qui correspondaient parfaitement à notre positionnement produit. Et avec le recul, quelles ont été les choses mises en place qui a le mieux fonctionné pour atteindre effectivement cette taille de cible enterprise? Écoute, on a fait évoluer des personnes dans notre organisation mid-market. Et donc, on a quelques profils très talentueux qu'on su aussi signer des collaborations assez stratégiques avec des belles entreprises françaises qui ont porté cette pratique enterprise chez nous en interne et qu'on su mettre en place des méthodologies de vente. Donc on a mis en place Médic par exemple dans ce département. Et puis on a travaillé de manière aussi très étroite avec le produit, avec l'enablement, avec les PMM, pour construire un messaging qui soit aussi adapté à cette catégorie d'entreprise. Et tout a suivi. Les CS aussi ont du coup, les consultants qui déploient les solutions chez nous, ont construit une offre enterprise pour garder un niveau de satisfaction aussi élevé qui est cœur de notre ADN chez Lucas. Parce que comment justement, qu'est-ce qu'il faut adapter quand on attaque les cibles grands comptes? Est-ce qu'il y a un discours commercial différent? Est-ce que c'est beaucoup plus de présentiel, de rendez-vous physiques? Comment ça se gère très concrètement? Oui, alors on a monté ce département au moment du Covid. Donc on a réussi
finalement à atteindre nos objectifs sans changer non plus trop l'approche où on était déjà beaucoup sur une approche visio sur le mid-market. Mais là, depuis quelques temps, voilà, nos commerciaux enterprise sont beaucoup plus sur le terrain. On organise beaucoup plus d'événements aussi à destination de nos clients enterprise ou de nos prospects enterprise. Et dans le cycle de vente, je t'en parlais, la méthodologie utilisée n'est pas la même. Et puis au fur et à mesure, on a formé nos équipes OBD à une qualification qui est complètement différente quand on s'adresse à un client enterprise d'un client mid-market. Donc nos profils ne sont pas les mêmes, que ce soit côté OBD ou côté booker, je dirais, les contributeurs sales qui bookent le revenu. Donc on les appelle les business developers côté mid-market et les account exécutifs côté enterprise. Okay. Voilà, après nous, notre volonté, c'est que les bizdev les plus talentueux deviennent nos account exécutifs de demain parce qu'ils ont acquis une belle expérience sur le produit. Et je t'en parlais tout à l'heure, on a plus de 10 modules. Donc c'est important pour nous d'avoir des experts du produit, même s'ils sont accompagnés de pre-sales, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est un account exécutif. Quand bien même on a un client qui a un besoin complexe sur différentes solutions, il est représenté par un account exécutif avec derrière des pre-sales qui sont, eux, spécialisés par gamme de produits. Okay. Mais c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir un account exécutif qui coordonne toute la collaboration et les relations avec les différents interlocuteurs chez nos clients. Ok, très clair. Lucas, en tant que logiciel SIRH, est un produit qui est extrêmement structurant pour une entreprise. Vous êtes sur quelle durée à peu près de cycle de vente sur le mid-market et sur les grands comptes? Ça varie un petit peu. Si je devais te donner une moyenne, ça serait 60 jours. C'est court en cycle de vente. Ouais. Alors, 60 jours, là, les 60 jours, c'est de la création de l'opportunité jusqu'à son closing. Donc on est sur un chiffre plus bas au mid-market et un peu plus élevé à l'enterprise, mais on est plutôt à 90 jours sur l'enterprise, pas plus haut. Je trouve ça très rapide, parce que généralement sur les cibles enterprise, sur des logiciels structurants, on va être facilement, en tout cas quand on voit d'autres outils SaaS, même sur d'autres sujets, on va être sur des cycles de vente de 5 à 9 mois. Donc c'est très court. Et comment ça se fait que ça soit si court chez vous? Vous avez mis des sur l'enterprise, ouais. l'average contract value, pardon pour l'anglicisme, on est autour de 20K € d'ARR. Okay. Donc voilà, ce qui est considéré comme de l'enterprise chez Lucas ne l'est pas forcément dans d'autres structures. Voilà, après, nos plus gros clients sont sur des paniers au-delà des 100K d'ARR, bien entendu, mais on reste sur des paniers relativement modestes. Voilà, après, la force de Lucas, c'est toute la structure qu'on met derrière les commerciaux. On signe plus de 10 nouveaux clients par jour, en moyenne. C'est beau. Surtout en ce moment. Pour ceux qui nous écoutent. C'est top. Alors moi il y a un sujet qui m'intéresse aussi et j'ai envie de garder un peu de temps sur ça. C'est effectivement, tu me disais que là vous êtes en pleine stratégie de développement à l'international. Alors c'est quoi cette stratégie? Alors j'ai plein de questions. Je t'en jette quelques-unes en vrac et comme ça tu commences par ce que tu veux. À quel moment on peut se dire qu'il est intéressant lorsqu'on a une solution SaaS de sortir de son marché, du marché français? Est-ce que mieux vaut aller sur des pays qui sont transfrontaliers? Est-ce qu'il faut partir directement sur d'autres pays type les États-Unis qui sont aussi très consommateurs de ce type de solutions? Comment on fait son plan d'action stratégique? C'est quoi les différentes étapes pour partir à l'international? Je te pose toutes ces questions parce qu'aujourd'hui, après ce qu'on a appelé alors que vous n'avez pas vécu chez Lucas, mais la Winter Tech 2023 jusqu'à milieu 2024, où les boîtes SaaS ont eu beaucoup de churn et beaucoup de mal à retrouver effectivement de la vélocité. Le sujet de partir sur soit l'international, soit sur des sujets de pays transfrontaliers est devenu quand même très fort aujourd'hui. C'est dans les tuyaux de beaucoup. Et j'aimerais vraiment avoir ton retour d'expérience sur ça. Ouais, alors écoute, je pense que c'est important de se lancer à l'international quand tu as prouvé que tu avais un playbook sur ton
sur ton marché mère. Ok. Donc Playbook déjà, numéro Ouais, 1. Ok. Playbook. Et donc que tu es capable de prouver à tes investisseurs que tu as une méthodologie qui fait que tu es capable de faire du prédictif finalement sur l'année qui va suivre. Donc tu sais comment attirer des leads, tu sais comment les convertir, tu sais comment closer des nouveaux clients et tu as les talents pour que cette démarche-là soit consistante dans le temps. Et donc, faut, selon moi, pas se lancer avant parce que tu as des repères au niveau de ton ICP, de ton positionnement par rapport à un environnement concurrentiel. Et après, pas mal de boîtes SaaS ou petites structures qui se lancent un peu à l'opportuniste. Tous les marchés sont différents. Nous, dans les problématiques HR, on dépend beaucoup de la législation en vigueur, du droit du travail. Donc, sur des marchés hyper libéraux, il y a moins d'intérêt à avoir une plateforme qui va te permettre de mieux gérer tes congés, etc. Donc, il y a différentes étapes dans l'internationalisation de Lucas. L'Espagne, qui a été le premier marché qu'on a ouvert, on a pu le faire plutôt à l'opportunité, quand aujourd'hui, où on a beaucoup plus de ressources, ça fait véritablement partie de la stratégie. Il y a eu toute une étude de marché sur laquelle on s'est fait accompagner par l'externe, mais on a aussi mis beaucoup de ressources en interne pour étudier notre base d'utilisateurs à l'international, parce que parmi nos plus de 900 000 utilisateurs, on en a, malgré le fait qu'on n'ait pas des filiales dans tous les pays, on a des utilisateurs dans tous les pays. Donc on a interrogé les utilisateurs, on a interrogé les experts RH de différents marchés, des ex-collaborateurs de concurrents. Et donc finalement, il y avait 5 marchés sur la ligne de départ. Et cette année, on a décidé de lancer l'Allemagne. Et donc c'est l'Allemagne qui est sortie vainqueur de ce nouveau marché qu'on voulait lancer. Et donc aujourd'hui, on est présent en Espagne, en Suisse et en Allemagne. Ce sont nos 3 marchés européens sur lesquels on a des bureaux. Ok. Donc si je récapitule, au début, on se dit mature à partir du moment où on a vraiment un playbook qui processe tout le savoir-faire effectivement de la vente de l'offre de produits et services, qui permet effectivement de pouvoir faire son BP, de faire du prédictif, c'est ce que tu disais. Ensuite, vérifier que le produit répond bien à un problème fort sur le marché. Dans votre cas, c'est effectivement la réglementation liée au droit du travail, et être méthodique, analyser les différents marchés et effectivement suivre une méthode qui est très claire. Et justement, dans cette suite de la méthode, l'étude de marché, si on prend le cas de l'Allemagne, a fait ressortir l'Allemagne effectivement sur votre plan de développement à l'international. Ensuite, comment on s'y prend? On fait un market fit avec des profils franco-allemands depuis la maison mère, depuis la France, pour avoir les retours en direct. Est-ce qu'il faut directement prendre un country opener ou prendre une boîte sur place qui fait de l'externalisation? C'est quoi après derrière pour toi les étapes qui marchent? Alors nous, les étapes fondamentales, quand on a choisi l'Allemagne, on a bien étudié l'environnement concurrentiel et c'était clé pour nous d'avoir des différenciants produits. Et donc, on ne les avait pas forcément au moment où on a fait l'analyse. Et donc, du coup, on a travaillé avec le produit, on s'est organisé avec le produit pour que le produit puisse travailler sur quelques développements pour atteindre le bon product market fit. Donc, on a la chance d'avoir les ressources pour pouvoir le faire, mais donc on a investi pour faire évoluer notre produit. Et de là, on a mis en place une stratégie go-to-market qui est au départ très théorique, mais qui s'appuie sur toutes les analyses qu'on a pu faire de l'étude de marché via le cabinet externe ou nos études en interne, avec les PMM qui ont été hyper importants dans cette étude de marché chez nous. Et donc, on définit une stratégie go-to-market qu'on va après tester sur le marché. Et selon moi, la bonne approche, c'est d'aller très vite sur place. J'ai pu par le passé lancer des marchés européens depuis Paris, dans des précédentes structures. C'est selon moi pas la méthode idéale.
Parce que justement, tu as besoin d'aller rencontrer des gens, tu as besoin d'aller tester cette stratégie go-to-market qui est purement théorique, sur laquelle tu as fait forcément des erreurs, tu as besoin d'ajuster. Et donc, nous, on fait le choix de trouver un profil plutôt senior, qui a 15-20 ans d'expérience, qui a eu ce rôle de country manager par le passé, donc qui a des skills bien particulières, on pourra y revenir, mais qui va être capable de nous accompagner sur le long terme. C'est hyper important chez Lucas de garder ses collaborateurs sur le long terme, et donc quand on recrute ces personnes-là, on souhaite qu'elles puissent s'accompagner, qu'elles aient été builders finalement par le passé, et qu'elles soient capables d'être scalers chez nous. Ok, très clair. Comment tu différencies un country opener d'un country manager? Parce que tu me disais qu'il faut prendre un profil qui a déjà de l'expérience, qui a été country manager, donc qui devait déjà effectivement manager, avoir construit des choses. Et là, tu lui demandes de finalement remettre les mains dans le cambouis, de refaire de la prose from scratch. Est-ce que tu prends qu'un profil et tu montes une équipe tout de suite avec lui? Tu t'y prends comment? C'est quoi ses caractéristiques? Alors, là, typiquement sur l'Allemagne, comme on part de zéro, notre lead en Allemagne a le titre de country opener. Et donc, aussi dans les statuts et les grilles de salaire, et là où il se situe dans l'entreprise, il a ce statut-là. Et voilà, on souhaite voir si le pays se développe bien en lancement avant qu'il soit officiellement country manager. Ce qui est important de savoir dans les choix qu'on a faits, c'est qu'on veut des fonctions en local, côté sales, côté CS, côté field marketing, côté channel, alliance. Mais on a besoin d'un appui fort du HQ. Et on a besoin de la compliance du local avec des process HQ, des KPI qu'on suit au niveau global. Et c'est important pour nous qu'on leur donne le cadre, qu'ils puissent naviguer dans ce cadre, localisé par rapport à la culture du pays. Mais on souhaite qu'il y ait ce cadre parce qu'il y a énormément de synergies à créer et d'économies d'échelle. Donc il y a des métiers, y compris au marketing par exemple, qui restent niveau HQ. Tout ce qui est ads, SEO, ce qui est communication aussi autour enfin, les guidelines autour de la marque restent HQ. Donc il y a certains métiers qui restent au niveau HQ et on veut que les fonctions qui sont présentes en local soient vraiment dédiées au business. Et est-ce qu'un bon country opener fait un bon country manager? Ou ça peut être le même profil? C'est des profils qui sont différents? Comment tu les assesses? Ouais, alors on a voulu prendre le temps. Nous, la problématique qu'on a eue, c'était on veut quelqu'un qui ouvre le marché, mais on veut quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner sur le long terme. Et c'est difficile de trouver quelqu'un qui va être builder et scaler. C'était important pour nous qu'on ait quelqu'un qui sache la difficulté d'être builder, qui ait cette expérience-là et qui ait montré par ses réussites, ses projets, ou d'ailleurs ses échecs, c'est un bien gros mot, mais ses passages plus difficiles, qu'il a su rebondir et qu'il en a tiré de l'expérience, des compétences pour pouvoir le refaire, mais de manière un peu plus aboutie. Donc ça, c'est une expérience passée, mais on veut aussi quelqu'un qui soit scaler. Donc pour le coup, le profil qu'on a recruté a été country manager, mais était aussi passé par des grosses boîtes tech. Alors en l'occurrence, HR Tech, mais c'était pas un critère fondamental pour nous au moment du recrutement. Et on sait que cette personne-là sait travailler dans des environnements complexes, en travaillant avec un HQ, en étant une filiale. Et ça, c'était aussi c'était un prérequis pour nous dans le recrutement. Donc c'est possible, voilà, c'est des profils particuliers. Il y en a peu, surtout en Allemagne. On a été bien accompagnés. Mais c'est pas évident. Et selon le stade de développement de l'entreprise, les moyens que tu y mets au moment de ton lancement, il se peut que ce soit plus pertinent de commencer avec un véritable country opener. Et puis, à horizon de 3 ans, ton country opener devient peut-être head of sales et t'onboard un country manager qui, lui, aura
un peu plus d'expérience pour tirer le marché vers le haut avec des forts niveaux de croissance. Ok. Et en Allemagne, un country opener, ça coûte combien à peu près? Sur les grandes masses, je te demande pas combien est payé le vôtre, mais c'est des métiers qui sont intéressants, qu'on retrouve de plus en plus. Donc c'est intéressant aussi pour les CEO, CSO, Head of Sales qui nous écoutent, qui veulent partir international, de connaître un peu les budgets en Allemagne. Ouais, alors tous les salaires sont publics chez Lucas, hein, Ok, en interne. ok, c'est ça, ok. Ouais, on a une culture d'entreprise assez forte de ce point de vue-là. Il n'y a pas de variable pour les commerciaux, on pourra en reparler, c'est une autre caractéristique forte. Et non, ça coûte. Mon salaire, c'est environ 150 euros. Ok, tout compris. Non, il n'y a pas de Il n'y a variable pas de chez variable. Lucas, mais ok, 150. Ok, donc il y a de quoi quand même avoir un bon profil. Donc, quand je t'entends faire un développement à l'international quand même réussi pour une solution SaaS, on va considérer l'Allemagne comme l'international, hein, même si c'est l'Union européenne, puisqu'on est quand même sur un autre langage, une autre culture d'entreprise. Bah, l'air de rien, pour parler crûment, ça coûte quand même du pognon. Il faut faire une étude de marché, il faut adapter son offre de produits et services, faut se payer quand même un beau profil sur place qui a l'habitude de travailler dans des environnements complexes. Est-ce qu'on peut le faire, selon toi, en bootstrapant? Alors, la culture de Lucas, c'est le bootstrap. Euh, et alors, on a levé des fonds, comme tu le sais, il y a 3 ans. Donc, on a des moyens. Néanmoins, on souhaite que notre croissance soit saine et maîtrisée. C'est pour ça que tous nos BP, année après année, visaient toujours une croissance de 50% environ. On a eu la chance de toujours réussir à le faire. Mais donc, en Allemagne, on a décidé de commencer avec ce qu'on pourrait dire un soft launch, quoi, hein. Il y a une learning curve qu'on a anticipée, où on a décidé d'inclure un certain nombre de ressources, mais on ne part pas la fleur au fusil en déployant 3 SDR, 5 account exécutifs, parce que selon nous, c'est pas le bon moyen d'y arriver. Il y a différentes KPI qui sont importantes en interne, bien sûr le booking, l'ARR chez nous, mais on suit aussi beaucoup le taux de conversion. Et tant que tu n'as pas le product market fit qui te prouve que tu arrives à être au-delà d'un certain taux de conversion, ça ne sert à rien d'investir. Trop. Donc nous, aujourd'hui, l'équipe, c'est assez peu de personnes, hein, pour l'Allemagne. Alors, il y a différentes personnes qui travaillent depuis le HQ pour l'Allemagne. Mais donc, c'est un country opener, c'est un sales qui nous rejoint. Là, c'est un field marketer, c'est un PMM, c'est de l'enablement et de l'ops. Et on commence comme ça. Bon, c'est déjà c'est déjà de la belle ressource, hein, qui est mise à disposition. C'est du beau. On est entre le bootstrap et de l'investissement, on va dire. Ouais, et en Effectivement. dehors, bien entendu, de toutes les C'est les ressources belles côté ressources. produit Ouais. qui localisent le produit. Parce que tu en parlais, la localisation, c'est quand même un aspect fort de notre business. Si tu prends des sociétés SaaS dans le marketing tech, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement localiser un produit quand nous, j'en parlais tout à l'heure, au vu des réglementations en vigueur dans les pays, on doit vraiment adapter, localiser le produit au marché. Donc il y a un gros travail de l'équipe produit pour localiser nos différents softs sur chacun de nos marchés. J'entends. Et en termes de cible, est-ce que vous avez gardé cette même stratégie historique de Luca qui est de commencer par le middle market et d'aller grossir, ou vous avez attaqué directement l'enterprise? Alors ça dépend des marchés. Le marché espagnol est très porté sur le prix. En Suisse, qui est un petit marché où le bouche à oreille fonctionne très bien, il y a assez peu de verticales de business représentées. On a une toute autre stratégie. Et puis là, en Allemagne, on a encore une stratégie adaptée au marché. Ce qui est fondamental, quand tu fais le travail sur le PMF et la stratégie go-to-market, c'est d'identifier un angle. Tu dois cibler quelques verticales dont tu sais que tu réponds à une valeur claire pour ton client. Et pareil sur l'ICP. Donc tout ça, c'est bien défini en amont.
Mais on sait qu'on peut aussi, qu'on peut aussi l'ajuster au vu de ce qu'on constate une fois qu'on est sur le marché. Donc voilà, on s'est aussi adapté. Tu vois, en Espagne, on a un concurrent comme Factorial, qui était très porté SMB, qui a un parcours pour le prospect, l'utilisateur, très PLG. Et donc nous, on a voulu se positionner un petit peu au-dessus parce que l'accompagnement du client, donc le conseil, le consulting, chez nous, c'est une valeur assez forte. Et donc on a plutôt tendance à se positionner un petit peu au-dessus de ce SMB, ces boîtes de moins de 100 employés que visait Factorial. Sur l'Allemagne, on a un positionnement aussi en fonction de ce qu'on voit de l'environnement concurrentiel. Et sur la Suisse, qui est un plus petit marché, très vite, on a réussi à aller sur des boîtes un peu plus enterprise. Autre question, par rapport aux interlocuteurs que vous adressez. Donc les décisionnaires DRH, je dis pas de bêtises. DRH ou directeur financier avec la suite Ok. dépenses et factures. Parce Mais qu'en fait, ouais. principalement les DRH, bien entendu. Ok. Parce que quand tu regardes un peu le schéma des cibles les plus prospectées, tu as DRH et DAF qui sont les deux premières cibles les plus prospectées en France. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est les directeurs commerciaux, les avant-derniers. Les derniers prospectés, c'est les CEO parce que les gens n'osent pas les appeler. Euh, Comment on fait? Parce que c'est une cible qui n'est pas facile à travailler, la cible DRH qui est extrêmement prospectée, qui a toujours peu de temps, sur lequel on lui offre beaucoup de produits ou services. Comment on leur parle à ces DRH? Qu'est-ce qui les séduit? C'est quoi une bonne approche? Si tu devais former un sales from scratch à parler à des DRH, qu'est-ce que tu lui dirais comme conseil? Alors, dans le dispositif, nous, on a l'équipe RevOps qui est vraiment une pierre angulaire chez nous. Si tu veux, on essaie de mettre aujourd'hui de l'intelligence dans notre scrapping pour trouver le meilleur moment pour contacter la meilleure cible. D'accord? Donc, on suit différentes sources, on essaie de recouper les sources entre elles pour être plus redoutable que nos concurrents sur le moment où il faut contacter ton interlocuteur. Et donc ça, c'est clé parce que finalement, un DRH, il va être à l'écoute potentiellement d'un collaborateur Lucas si tu le contactes au bon moment. Et ça, il y a des signaux faibles que tu peux réussir à décrypter avec la masse de données que tu peux trouver sur le web autour de l'entreprise que tu essaies de cibler. Un ou deux exemples en tête que tu as de signaux faibles qui sont intéressants? Nous, il y a des alibis. Bon, les plus simples, c'est bien entendu le DRH qui vient d'arriver dans une structure, un certain niveau de croissance, des annonces de nouveaux partenariats, donc d'entreprises que nous, on connaît, avec lesquelles on a l'habitude de travailler, avec lesquelles on s'intègre très bien, des enjeux stratégiques qui sont publiés. Voilà, donc on recoupe un certain nombre de choses et de données pour être le plus chirurgical possible sur le moment auquel on contacte cette personne. Et puis après, il y a la manière dont tu structures ton CRM. C'est fondamental sur ton territory mapping d'avoir une matrice où tu as suffisamment investigué avec tes équipes, surtout OBD, pour savoir qui est le DRH. Est-ce que tu as bien l'info, elle est bien à jour? Est-ce que tu sais quels sont les outils qui sont en place si c'est pas toi? Quelles sont les dates d'anniversaire des contrats? Et donc, moi, ce que je dis souvent au SDR, c'est que la finalité, c'est pas forcément un rendez-vous pris, mais déjà une information stratégique sur le compte, c'est potentiellement une conversation réussie et ça nous fait avancer parce que ça va nous permettre, pas aujourd'hui d'accord, mais demain de le recontacter au bon moment. Capitaliser sur la data. C'est le nerf de la guerre de tous les head of sales, CSO. Mettez la data dans votre CRM. Même ce qui vous paraît futile, il faut le mettre. Ça servira toujours à un moment donné pour créer un climat de confiance avec son interlocuteur.
Justement, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi, Antoine, sur ton parcours. Quelles ont été un peu les grandes étapes de ton parcours qui fait qu'aujourd'hui, t'es arrivé chez Lucas. Et j'aimerais, avec tes propres mots aussi, que tu me définisses un peu, pour toi, c'est quoi le rôle d'un CSO dans une entreprise, quelles doivent être ses compétences, ses méthodes, et comment on arrive à être CSO dans une boîte. Alors, moi, j'ai un parcours où j'ai commencé dans le SaaS, dans une entreprise américaine qui s'appelle Meltwater. Je n'étais pas du tout prédestiné à devenir sales. J'étais passionné par la relation entre sport et business. Et donc, Media et Meltwater proposaient à l'époque un outil assez disruptif qui permettait à toutes les entreprises de collecter tous les insights des consommateurs sur le web au Mm. moment où les réseaux sociaux émergeaient. Et le projet m'a énormément plu parce que le produit m'a plu. Donc tous mes choix, ils ont toujours été drivés par le produit parce que je suis convaincu que tu seras performant en étant commercial si tu aimes le produit que tu vends. Et donc, chez Meltwater, il y a des parcours de carrière assez définis. Et donc, très vite, j'ai pu manager quelques sales, puis des équipes un peu plus importantes. On m'a fait confiance pour ouvrir des nouveaux marchés. Et écoute, je suis arrivé chez Lucas parce que j'ai été utilisateur de Lucas dans une précédente boîte, à l'époque où Lucas était justement vraiment pionnier. Et j'avais été bluffé par le produit. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai rejoint Lucas. Et la deuxième, c'est qu'il y a une culture d'entreprise qui est très forte, dans laquelle je me suis très bien projeté. Il s'avère que c'est une réalité. Et pourtant, on pourrait penser pour un CSO que c'est pas forcément évident parce que tes commerciaux touchent pas de variables, par exemple. Mais il y a une culture du débat, on prend des décisions conjointement, donc on avance tous ensemble avec un même objectif. Beaucoup d'employés sont actionnaires, donc il y a un fort sentiment d'appartenance, un fort niveau d'exigence et d'ambition vis-à-vis des solutions qu'on propose à nos clients, et tout ça, je trouve ça très sain. Voilà, et donc ça m'a convaincu de rejoindre l'entreprise, parce que j'étais aussi convaincu que j'allais pouvoir aussi beaucoup apprendre. Mm. C'est important pour moi de me dire que je vais continuer de progresser. Il y a des personnes inspirantes de ce point de vue-là chez Lucas. Ok. Et alors, qu'est-ce qui fait un... Comment on différencie déjà un CSO d'un DIRCO, et qu'est-ce qui fait les qualités d'un CSO d'après toi? Je te parle pas de tes qualités à toi, hein, Non, mais non, de ton expérience. non, mais c'est vrai que quand on est CSO, et d'ailleurs il faut veiller à ça au quotidien, mais forcément tu t'éloignes un petit peu plus du terrain, tu n'as plus de clients en direct, t'es N-1 non plus de clients en direct. Nos équipes en France sont assez déployées, hein. Je te parlais tout à l'heure de 150 employés sous ma responsabilité. Il y en a plus de 100 en France. Donc on a différentes strates de management. Donc je pense qu'il faut, d'un côté, savoir très bien piloter, hein. Je prends souvent l'image du pilote d'hélicoptère. Tu as ton tableau de bord, tu as tes indicateurs macro. Et dès que tu vois quelque chose qui ne va pas, tu dois pouvoir descendre en vertical, en diagonale, à l'horizontale. Et il faut que tu sois très agile. Et donc, au-delà de ce côté très orienté pilotage, il faut vraiment avoir le goût, une exigence pour aller dans le détail quand tu constates quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner ou qui peut être optimisé. Il faut descendre. Et il faut aller comprendre la racine du problème et coordonner les équipes, mettre une équipe projet, un lead derrière qui doit être la personne qui doit travailler pour faire évoluer ta méthode, ta pratique, pour être plus redoutable. Et voilà, et en soft skills, moi je dirais qu'il faut énormément se remettre en question. Quand bien même tu as des bons résultats, tout évolue très vite. Et il faut continuellement écouter le marché,
faire remonter des informations du terrain, faire remonter le pouls et le bien-être de tes équipes aussi, et se réinventer constamment. Donc en fait, t'es vraiment, quand tu débarques dans une pièce, les gens commencent à paniquer un peu, ils savent que tu vas soulever le tapis et creuser jusqu'au moindre détail de ce qui va pas pour trouver une solution. Bah non, mais c'est vrai que enfin, je me sens jeune, mais en vieillissant, c'est vrai que tu as des sales beaucoup plus jeunes, tu dis ah, le CSO, mais moi je me considère pas forcément comme ça, mais c'est vrai que non, il faut y aller avec un état d'esprit constructif, c'est hyper important, et ça au fur et à mesure, quand tu arrives dans une entreprise, les collaborateurs voient que si tu es là, c'est pour apporter des solutions et c'est pas pour taper sur une méthode, un process, une personne qui ne fonctionne pas. Donc là, ce qui est fondamental, c'est la transparence, c'est le climat de confiance que tu crées et c'est le fait que tu montres que on va plutôt aider les personnes à trouver une solution et que ça va les faire grandir plutôt que de vouloir tout changer. Justement, tu commences quand même à avoir un peu d'expérience. Tu as quand même 15 ans de tôle sur la partie sales, sur tous les postes, hein. Est-ce que c'est quoi ton point de vue sur l'évolution du métier et du rôle des sales dans l'entreprise? Et surtout, d'un point de vue prospective, un sales dans 10-15 ans, ça ressemblera à quoi? Quel sera son poste, son périmètre de poste? Il doit gérer de plus en plus d'outils, faire d'inbound, de la chasse, de la compte. C'est quoi le commercial dans les années 2030? Bah écoute, il y a des virages qu'il faut réussir à prendre. Nous, c'est celui de la PLG. Donc aujourd'hui, réussir via le produit, via le marketing, à rendre finalement ton utilisateur un peu plus autonome, à avancer dans son processus de vente un peu plus quand il le souhaite. Et toi, en étant là, en l'accompagnant, plus qu'en étant vraiment lead, je pense que ça va être fondamental. Donc, nos commerciaux, dans la PLG, tu vas toujours avoir besoin d'un sales qui va accompagner dans des moments clés quand même et montrer qu'il est là en support. Mais sur une approche mid-market où la PLG se prête très bien, forcément, le sales va avoir son rôle qui va un petit peu évoluer. Mais je suis convaincu que les commerciaux, on aura toujours besoin des commerciaux, bien entendu. Sur une approche un peu plus enterprise, alors les soft skills sont fondamentales, je pourrais y revenir, mais il y a aussi les hard skills qui sont clés. Et donc la formation continue, elle est fondamentale et nous on mise beaucoup là-dessus. Et c'est le parcours qu'on propose d'ailleurs à nos commerciaux, comme tu le sais, pas de salaire variable, mais en revanche il y a des parcours de carrière très bien définis. Et on mise beaucoup sur la formation continue avec un côté pratique, interactif qui doit être très fort. Parce que si tu as un commercial qui continue d'apprendre chaque jour, a priori, il sera motivé, il sera en confiance et donc il dégagera l'énergie qu'il faut auprès de son client pour faire basculer le deal de son côté plutôt que celui de son concurrent. Et en termes de soft skills, on a un peu tout entendu. Moi, je suis persuadé que des commerciaux qui sont curieux, qui aiment véritablement comprendre, et quand je te parlais tout à l'heure du goût du détail, de comprendre mieux que le sales de ton concurrent où est le véritable problème, c'est des commerciaux qui créent un environnement de confiance qui est très fort. Et quand on est sur une collaboration enterprise, cette capacité que tu vas avoir à projeter ton client avec toi sur le long terme, elle est fondamentale et ça passe aussi par l'environnement de confiance que tu crées. Ok. Alors malheureusement, le temps passe trop vite. On papote, on papote. Je vais te prendre encore 2 questions après, promis, je te libère. Euh, Est-ce que des sales sans variable, ça peut fonctionner dans toutes les boîtes? Parce qu'effectivement,
Sur la French Tech, tu as quelques boîtes, il y a vous, il y a Alan, etc., qui fonctionnaient sans variable. Est-ce que tu penses que c'est vraiment reproductible sur toutes les boîtes B2B des sales sans variable? Est-ce que ça fonctionne pour la motivation, la Arnagnac? Écoute, quand tu vois comment une boîte SaaS fonctionne, tu sais que toutes les parties prenantes de l'entreprise ont un impact dans la signature d'une collaboration avec un client. Et c'est pour ça qu'on est persuadé que le variable collectif est le meilleur levier de motivation au sein de ton entreprise. Après, ça suffit pas. Nous, attention, il n'y a pas de variable individuelle, mais il y a des parcours de carrière très bien définis. Pour les plus talentueux de nos sales, ils peuvent évoluer de salaire fixe tous les 6 mois. Ok. Ils accèdent à l'actionnariat au bout de 3 ans et certains avant. Donc tu peux dire que c'est une sorte de variable également. Et puis on fait en sorte, encore une fois, sur cette partie apprentissage, montée en compétences, de les responsabiliser sur des side projects qui font que la mission est plus diversifiée que d'être sales dans n'importe quelle autre boîte. Donc nous, ça fait partie de notre culture d'entreprise. Et le bienfait de ça, c'est que nos sales ne survendent pas et que donc tu as un niveau de satisfaction plus élevé chez le client parce que tu as déployé un projet au bon moment. Je te parlais de notre ADN à la carte. On va vendre les 3 premiers softs au début de la collaboration, mais pas 8 softs, et les 5 autres vont venir au fur et à mesure. Et donc c'est forcément bénéfique pour l'entreprise puisque tu réduis ton churn. Et donc dans la perspective où beaucoup sont actionnaires, tout le monde y gagne. Très clair. Eh bien, écoute, un grand merci pour ces échanges, tes inputs, ton partage d'expérience. Si on devait interviewer quelqu'un après toi, est-ce que tu as un nom qui te viendrait en tête et qui pourrait nous partager aussi une expérience sympa dans ce monde du business B2B? Écoute, si tu arrives à faire Jeff Bezos... Alors, je l'appelle de ta part dans ces cas-là. Hein. Ça marche. Voilà. Écoute, on essaiera. Je dirais, je vais essayer de le contacter en lui disant que je le contacte de la part d'Antoine Delon. On verra si ça m'ouvre les portes d'un échange avec lui. En tout cas, Antoine, un grand merci de cet échange. Un grand merci d'être venu jusqu'à nous pour nous partager à la fois l'histoire de Lucas, ses succès, qu'est-ce qui a fait aussi son succès, comment effectivement on travaille ces sujets d'international. Merci de nous avoir partagé aussi tes histoires, ton parcours et tips. Un grand merci aussi à nos auditeurs qui sont tous les mois de plus en plus nombreux et qui s'intéressent à ce beau sujet qui est le business développement. Et je vous dis à très bientôt sur notre média We Are Sales pour d'autres histoires tout aussi passionnantes. Merci à toi, Pierre-Michel.